Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes en direct comme chaque mardi pour parler santé sur Canal Algérie. Nous parlons ce soir de sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui touche notre système nerveux central. Elle touche plus de 2 millions de personnes dans le monde. En Algérie, il serait 17 000 à souffrir de cette maladie. Nous enregistrons quelque chose comme 1200 nouveaux cas chaque année dans cette émission. Nous tenterons de vous donner les moyens de reconnaître une SEP ou une sclérose en plaques. Quel constat faisons-nous aujourd'hui sur la prise en charge de nos malades? À quel point cette maladie est-elle handicapante ou invalidante? Enfin, on tentera simplement de comprendre comment vivre avec cette pathologie en Algérie. Vous comprendrez que j'ai le plaisir de recevoir des témoins dans cette émission qui reviendront justement en parler, qui reviennent sur leur parcours. Et j'ai l'énorme plaisir justement de recevoir Madame Benmahrez Dalila. Vous êtes notre témoin ce soir. Vous êtes atteinte de sclérose en plaques. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de venir casser un grand tabou. En tant que femme, j'imagine que vous avez subi beaucoup de stigmatisation par rapport à votre maladie. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le docteur Kenzoua Smaïl. Vous êtes président de la Fédération algérienne des malades atteints de la SEP, la sclérose en plaques. Bienvenue, vous êtes également porteur de cette maladie. Exactement, merci de votre invitation. Et nous sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, c'est moi qui suis ravie de vous avoir de vous avoir dans cette émission pour permettre justement de libérer la parole. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le professeur Daoud Ismail. Vous êtes chef de service neurologie au CHU de Tizi Ouzou. Vous êtes également expert international en SEP, en sclérose en plaques. Bienvenue. Merci madame, donc bonjour tout le monde et je tiens encore à vous remercier pour cette invitation et je souhaite la bienvenue également à nos amis. Aux témoins que vous connaissez oui. D'ailleurs. Docteur Kenzoua, je vais commencer avec vous. 25 ans de sclérose en plaques, c'est beaucoup. C'est compliqué d'expliquer en quelques minutes, mais est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots à quoi ressemble la vie avec une maladie comme la SEP? La SEP, c'est une maladie pratiquement chronique qu'il faut savoir vivre avec. On doit vivre avec cette maladie. Il faut d'abord l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on ne peut pas vivre sans. Donc, pratiquement, je dis à tous les malades qui sont atteints de la sclérose en plaques d'accepter leur maladie, de ne pas oublier qu'on peut vivre, et parfois même aisément, à condition, bien sûr, de suivre correctement les traitements qui sont proposés. Parce que les traitements qui sont proposés actuellement ne guérissent pas. Ils ne font qu'espacer les poussées. Parce que chaque poussée, elle laisse ses séquelles. Et les séquelles qui sont de plus en plus graves, qui sont de plus en plus invalidantes. Oui, alors c'est un aspect qu'on va développer de toutes les manières. On sait très bien qu'aujourd'hui les traitements disponibles ne sont pas des traitements curatifs, malheureusement. Madame Benmahrez, alors dites-nous un peu comment ça a commencé chez vous, la maladie, à quel moment, on en a parlé tout à l'heure, avant ce direct justement, vous avez mis beaucoup de temps pour être diagnostiqué, mais dites-nous un peu comment ça a commencé. Comment ça a commencé? Ça a commencé quand j'étais jeune, j'avais à peine l'âge de 16 ans. J'ai commencé à avoir des troubles de la marche et des troubles cognitifs. Mais les troubles cognitifs, bon, c'était pas visible. C'est-à-dire des troubles de concentration, de concentration, oui, c'était pas visible. C'est une fois, j'ai constaté ça après les résultats de mes examens, j'ai constaté que mon niveau a régressé une fois j'étais au lycée. Vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi? Oui. Bon, c'est-à-dire peut-être que je me disais que peut-être le niveau était plus élevé qu'au CEM, au lycée, les études étaient plus dures. Mais je faisais toujours des efforts et bon, mon niveau n'a pas vraiment trop régressé au point de m'alarmer, mais quand même, j'étais un peu déçue. C'est-à-dire, les camarades avec qui j'étais au CEM, j'étais meilleure qu'elles, je suis devenue classée derrière elles. C'était pas facile à accepter, mais bon, ça peut arriver au plus malin, comme ça on me disait. Mais à partir de l'année 82, j'ai commencé à avoir des troubles de marche.
des troubles de marche. J'avais un côté paralysé. D'ailleurs, le jour Vous boitiez, c'est ça? Je me rappelle comme si ça datait d'aujourd'hui, le jour où l'Algérie a battu l'Allemagne. Ce jour-là, mon père m'a pris pour passer un EG. Un EG au niveau de Khalifa Boukhalifa. Oui, chez un neurologue, oui. Et ce jour-là, c'est-à-dire c'est tout le monde qui était branché à la télé, il n'y avait pas de transport, je n'arrivais pas à marcher, difficilement. Bon, j'ai passé, il n'y avait rien, c'est-à-dire rien n'a été diagnostiqué ce jour-là. Alors, une fois que le diagnostic a été posé, c'est-à-dire on vous a annoncé que vous aviez une sclérose en plaques, ça a eu quel effet sur vous déjà, docteur Kenzoua? Est-ce que vous vous êtes dit que je vais devoir revoir mes rêves et mes objectifs? Non, personnellement, non. Je n'ai aucun moment douté de mes rêves. J'ai gardé espoir au début. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours milité pour le mouvement associatif. Oui. En particulier sur le sida et autres. Donc je connaissais les maladies Ça, c'est avant votre maladie, hein? Bien avant. Oui. Donc je connaissais les maladies qui sont plus graves encore. Donc je me suis dit, moi, que je peux vivre avec, à condition de lutter, de continuer ma lutte et d'espérer. Parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Voilà comment j'ai... Il faut dire qu'aujourd'hui, vous gardez quand même une autonomie, hein, vous conduisez, vous vivez quand même votre maladie, vous la vivez bien. Moi, je la vis, je ne le dis pas à 100%, mais je la vis à 90%. Oui. Même question, hein, Dalila, dites-nous un peu, quand on vous a annoncé, bon, vous vous attendiez un peu, hein, vous doutiez que c'était la SEP. Quand on vous a annoncé votre maladie, vous vous êtes dit que votre vie va changer? Non, parce que j'ai toujours vécu, pendant longtemps. Pendant longtemps avec la sclérose en plaques. Mais une chose que je craignais, c'est d'arriver au stade d'aggravation. C'est ça pourquoi j'ai un sujet dans ma famille, j'ai une sœur alitée. Donc je connais, c'est-à-dire l'évolution de la sclérose en plaques chez certains malades. Je ne dis pas, c'est-à-dire forcément, la sclérose en plaques va atteindre un stade d'aggravation chez tous les malades. Mais il y a un risque. C'est ce que je craignais. Mais j'avais toujours l'espoir de pouvoir continuer à vivre comme je l'ai toujours fait. Professeur Daoudi, vous êtes un spécialiste de la maladie, un expert international. Alors, qu'est-ce que la SEP? Alors, tout à l'heure, déjà, avant ce direct, je parlais de maladie dégénérative. Vous m'avez dit qu'on ne la classe plus comme étant une maladie dégénérative, la SEP. Ouais. Donc encore une fois, merci pour l'invitation et je remercie les deux invités et deux amis pour leur témoignage qui montrent réellement l'abnégation. C'est toujours émouvant. Bien sûr, l'abnégation et la détermination qu'ont les patients pour ne pas stigmatiser la maladie. Même si on vit dans une société, on a tendance parfois à être pointé du doigt, surtout quand on est en pleine activité socio-professionnelle. Mais juste avant de répondre à votre question, donc vous voyez que vous avez deux personnes devant vous qui ont plus de 25 ans de SEP et qui sont devant nous, qui marchent, qui ont une vie, j'ai envie de dire entre parenthèses, presque normale. Qui ont une autonomie. Voilà. Donc cela me renvoie à revenir à votre question. Je voudrais juste vous dire que cette invitation coïncide avec la célébration de la journée internationale de la journée de la sclérose en plaques et qu'il y a eu un courrier du président de la Fédération mondiale de neurologie pour dire que cette année 2021, la fête mondiale du cerveau est dédiée à la sclérose en plaques. Et ça, c'est pour le 22 juillet, c'est ça ? Juillet, mais cette année, on a anticipé sur cette fête et on l'a décalée pour la mettre au même jour que la fête de la sclérose en plaques pour dire que cette année, le thème et la campagne de sensibilisation de la société, de toutes les sociétés savantes qui s'occupent du cerveau et des maladies du cerveau de la moelle épinière, c'est de stopper la sclérose en plaques. Pourquoi je vous dis ces mots? C'est pour vous faire part du message de toutes les sociétés savantes et tous les experts internationaux en matière de sclérose en plaques, et en l'occurrence la société, la WFN. Ces 5 messages résumeront un peu ce que je vais dire par rapport à la définition de cette maladie. Le premier message, ça parle un peu de la prévalence. La prévalence pour dire qu'au jour d'aujourd'hui,
il y a près de 3 millions de patients atteints de sclérose en plaques. Il y a plus de 2 850 000 patients atteints de sclérose en plaques dans le monde. Oui. Il y a un diagnostic de sclérose en plaques qui est posé toutes les 5 minutes dans le monde. Donc on reviendra tout à l'heure peut-être par rapport à cette notion d'errance diagnostique. Il y a plus effectivement de 17 000 patients atteints de sclérose en plaques en Algérie, avec une prévalence, donc avec le dernier Atlas MS, épidémiologie FMS, qui a été publié en 2020, où l'Algérie a participé activement par rapport à ces études, même si nous avons plutôt des statistiques hospitalières. Mais je tiens juste à préciser qu'il y a eu des études statistiques épidémiologiques plutôt faites en Algérie au début des années 80. Donc il faut rendre hommage à nos aînés, aux profs qui ont travaillé. Nous ne sommes pas arrivés aujourd'hui à prendre en charge la sclérose en plaques comme ça en Algérie. Il y a un travail qui a été fait durant les années 80-90 par nos chers maîtres. Et à l'époque, on parlait d'une prévalence de moins de 10 pour 100 000 habitants. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 35, voire 40 pour 100 000 habitants. Donc ça, c'était le premier message qui a été adressé par les responsables de la WFN par rapport à cette journée de commémoration par rapport à la sclérose en plaques. Deuxième message, c'est l'handicap ou l'invalidité, oui, pour être plus correct dans la définition. Donc ce deuxième message qui parle d'handicap, la sclérose en plaques était considérée comme une maladie invalidante ou handicapante sur le plan moteur. Ne l'est plus uniquement sur le plan moteur, oui, puisqu'on décrit maintenant que l'handicap ou la déficience qui est due à cette maladie ou qui est imputable à cette maladie, elle peut être effectivement sur le plan moteur, mais également sur le plan cognitif. Et je reviendrai justement sur... C'est pour ça que je vous ai dit, le message de la WFN est très important sur le plan de la définition, puisque les définitions antérieures qu'on avait par rapport à la sclérose en plaques ont complètement changé avant d'arriver à la définition de dégénératif. Le troisième élément, c'est l'éducation. Donc le troisième message qui a été transmis aujourd'hui par toute l'équipe de la WFN et par la Fédération internationale de la sclérose en plaques. Donc l'éducation passe par un élément très important, c'est-à-dire la sensibilisation de tous les professionnels de santé, la sensibilisation de tous les partenaires sociaux pour permettre un diagnostic précoce de cette maladie. Parce que le mot-clé dans cette pathologie, c'est le diagnostic précoce. Parce que le diagnostic précoce veut dire un traitement précoce et veut dire une modification du profil évolutif de la maladie, veut dire également ralentir la progression de la maladie. Parce que le terme qui fait peur dans cette maladie, c'est une maladie effectivement jadis considérée comme étant une maladie purement dégénérative. Et grâce au progrès de la neuroimagerie, de la neuroimmunologie, de la neurophysiologie, donc en un siècle, cette maladie a connu plutôt un essor important en matière de définition, puisqu'on est passé de pathologie purement neurodégénérative à une pathologie à composante dysimmune, c'est-à-dire cette composante dysimmune, ces modifications immunitaires qui, pendant une cinquantaine d'années, était juste tourné juste autour de l'immunité cellulaire. Et ces 20 dernières années, mais surtout ces 15 dernières années, nous savons qu'il y a une composante immunitaire de type B, c'est-à-dire humorale. Donc ce cortège immunitaire impliqué dans cette pathologie a complètement modifié l'approche sur le plan de l'éthiopathogénie, mais surtout sur le plan des essais thérapeutiques. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de médicaments utilisés pour cette maladie. Le quatrième point, donc le quatrième message, donc après l'éducation, c'est l'accès aux soins. Donc la WFN insiste sur le fait que une maladie chronique, avec tout ce qu'elle peut contenir comme conséquence sur la qualité de vie, sur les retombées socio-économiques, l'absentéisme, le retard scolaire, les conflits conjugaux, tout ça peut être évité grâce à un diagnostic précoce, mais surtout, le mot-clé, c'est le bon traitement au bon moment. Et cela nous renvoie à l'appel justement de la WFN aujourd'hui, journée mondiale de la sclérose en plaques, que la majorité des pays dans le monde n'ont pas accès à toutes ces molécules. Oui, malheureusement, c'est un peu le cas. Oui, nous en faisons partie, malheureusement. Alors, juste pour rappel, alors, la journée internationale, ça sera pour le 29, c'est ça, c'est pour très bientôt, c'est pour samedi prochain. Il y a tout un programme qui sera justement dédié à la célébration de cette journée par la Fédération des personnes atteintes de cette maladie. Je vais vous inviter, messieurs, dames, justement à nous rejoindre pour regarder un reportage qui revient justement sur cette maladie et sa prise en charge en Algérie. Regardez. Ils sont 2,3 millions à être touchés par la sclérose en plaques dans le monde, une maladie qui touche principalement les jeunes femmes adultes.
Cette pathologie auto-immune qui touche le système nerveux central et qui est provoquée par une inflammation qui détruit l'enveloppe protectrice des nerfs du cerveau et celle de la moelle épinière. Cette maladie est considérée comme la deuxième cause d'handicap non traumatique. Elle se manifeste souvent par des symptômes subjectifs qui sont liés à des lésions, de l'inflammation au niveau du cerveau. D'autres facteurs favorisants peuvent intervenir tels que le syndrome dépressif, les troubles du sommeil, mais également la prise de certains médicaments qui peuvent aggraver l'état de fatigue. Même si cette pathologie n'a pas de traitement curatif, plusieurs médicaments et traitements peuvent être employés pour soulager la fréquence et l'intensité des poussées et permettre de ralentir l'évolution de la maladie. Cependant, ils doivent être pris de façon continue, même en l'absence de symptômes. En Algérie, les patients atteints de cette maladie souffrent de manque de la prise en charge. Oui, malheureusement, vous allez le confirmer, j'imagine, tout à l'heure en répondant à cette question sur la prise en charge. Mais juste avant, peut-être, professeur, j'aimerais qu'on revienne sur les facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ait la sclérose en plaques? Alors, on a vu tout à l'heure, Madame Ben Mahrez Dalila nous a parlé un peu d'un facteur familial. Est-ce que ça peut être héréditaire déjà? Alors, donc, la sclérose en plaques, comme je l'ai dit précédemment, est une maladie qui a plusieurs spécificités. D'abord, c'est une maladie exclusive du système nerveux central. Cette spécificité a encore une deuxième spécificité, elle touche surtout la substance blanche, même si maintenant on sait qu'il y a la substance grise qui peut être atteinte soit tardivement, voire même de façon précoce. Une cible est connue et reconnue, c'est-à-dire la myéline. C'est une maladie qui survient chez des sujets jeunes, le plus souvent entre 20 et 35 ans, qui ont une susceptibilité génétique, mais dans un contexte ou un cortège de facteurs environnementaux très importants. Et à la croisade de cette susceptibilité génétique et de ces facteurs environnementaux qui sont majoritaires, il y a ce qu'on appelle des facteurs épigénétiques. En fait, cette notion d'épigénétique, c'est elle qui va agir sur l'expression de la transformation des gènes, c'est ça? Mais c'est l'expression ou l'expressivité de ces gènes chez ces patients-là où il y a un environnement favorable avec des caractéristiques assez spécifiques. C'est souvent le plus souvent des jeunes femmes de race blanche, vivant plutôt dans les pays du Nord, puisqu'il y a une distribution qui suit un peu la répartition des latitudes. Voilà. Et plutôt qui sont exposés à certains facteurs, donc pas d'exposition au soleil, carence en vitamine D, exposition à un facteur viral qui est plutôt retenu comme un trigger. À un moment a été retenu plutôt comme un trigger, c'est-à-dire un facteur déclencheur de la réaction désimmunitaire où le cerveau qui reçoit cet acteur viral est affolé et au lieu de s'attaquer à cet acteur viral uniquement, il s'attaque à sa propre myéline. Donc il y a un magma de facteurs environnementaux qui existe, dans 70%, et une susceptibilité génétique. Alors, votre question est pertinente parce que souvent on reçoit cette interrogation de la part des... Ce n'est pas une maladie héréditaire. La sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire dans le sens même des liens du terme, c'est-à-dire où vous avez une transmission autosomique récessive ou liée à l'X ou autosomique. Donc, plutôt, on a une susceptibilité génétique, c'est-à-dire qu'on a des gènes chez certains individus qui peuvent prédisposer en présence de facteurs environnementaux à développer cette sclérose en plaques. Mais ce n'est pas une maladie héréditaire. Mais il y a des formes familiales. On a des formes familiales, comme on peut avoir des formes pédiatriques, comme on peut avoir même des formes gériatriques. On en voit beaucoup, des formes pédiatriques. Alors, revenir encore sur le cas de Dalila, elle dit qu'elle a découvert, enfin, elle a commencé à vivre avec les symptômes, même si elle a été diagnostiquée très tardivement. Les symptômes sont apparus vers l'âge de 16 ans pour elle. Très bien. Alors, pour les formes pédiatriques, donc il y a des données de la littérature qui sont connues en matière de prévalence. Ça varie à peu près entre 3 à 10%, donc dans les séries interrégionales, que ce soit au Moyen-Orient, en Nord-Afrique, Europe ou Amérique du Nord. Donc en Algérie, ce n'est pas aussi fréquent que ça, nous n'avons pas les mêmes chiffres. Nous, on a une petite expérience à Tizi Ouzou. Pratiquement annuellement, on a entre 5 et 10 au maximum
de formes pédiatriques. Mais elles existent. Le deuxième critère par rapport aux formes pédiatriques, et j'ai juste envie de dire que ça renvoie encore à l'implication du caractère immunitaire, c'est que ça survient plus souvent chez des enfants au-delà de 11 ans, c'est-à-dire moins de 10 ans. C'est très rare, pour ne pas dire exceptionnel, d'avoir une SEP. C'est plutôt d'autres pathologies, voire infectieuses ou parfois même métaboliques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système immunitaire subit une maturation qui fait que dans ces formes pédiatriques, il y a une meilleure récupération sur le plan du déficit causé par j'ai envie de dire par les poussées, et que le paramètre le plus important maintenant sur lequel il faut insister dans ces formes pédiatriques, c'est la cognition. Puisque maintenant on sait que même s'il y a une récupération des déficits moteurs et sensitifs, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plutôt un impact sur le plan cognitif, oui. Donc notamment sur le plan de la scolarité. Ce qui peut être très, très grave Bien aussi, sûr. justement. Alors, on incriminait aussi certaines professions, et puis aussi on parle aussi du sexe. Est-ce que ça aussi, ça a un lien? Parce qu'on parle de 3 femmes pour un homme. Oui, donc j'ai envie de dire malheureusement. Oui. Donc, comme beaucoup de maladies... malheureusement pour les femmes. Oui, à composante dysimmune, en fait, il y a une intrication. La grossesse est un exemple très simple, très édifiant que les immunologistes adorent exposer pour montrer le lien entre le rôle de l'immunité et tout ce qui est physiologique. Donc, c'est une période de rémission, en fait, dans cette maladie. Je ne parle pas d'abord de la maladie, c'est pour vous dire que le caractère spécifique de la femme en matière de composition hormonale fait qu'il y ait une prédisposition probablement à un déséquilibre dysimmunitaire, et c'est pour ça que j'ai parlé de la grossesse à l'état normal, puisqu'on sait ce qui se passe durant les trois trimestres, et dans la sclérose en plaques, le fait qu'il y ait une rémission, parce qu'il y a justement une implication du système œstrogénique. Mais dans les pays euro-américains, c'est vrai que cette incidence féminine est beaucoup plus importante, donc on a incriminé beaucoup de facteurs, donc la prise de pilules, etc. Mais oui. En Algérie, les chiffres qu'on a, effectivement, il y a une différence entre... C'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose. On est entre 1,5 à 2 femmes pour un homme. Et une question très importante aussi par rapport aux femmes, parce qu'elles sont souvent stigmatisées dans cette maladie. Alors, d'ailleurs, je vous salue encore une fois, je salue votre courage, parce que beaucoup de femmes refusent de venir témoigner, parce qu'elles pensent ne pas se marier, parce que, voilà, on a tendance à cacher cette maladie. Alors, est-ce qu'on peut enfanter lorsqu'on a la SEP? Alors c'est une question qui a fait l'objet de débats houleux pendant des années. C'est pour ça que je vous ai dit, dans l'histoire de la SEP, c'est une des maladies, donc je le disais tout à l'heure à mon ami Kenzouan, en 2014, il y a eu un très bel article sur New York Times sur la sclérose en plaques dans le monde, parce que c'est une maladie qui touche des jeunes en pleine activité socio-professionnelle et qui ont un projet de vie. Et la grossesse, je pense que fait partie des projets de vie, que ce soit pour les hommes que pour les femmes. Oui. Donc cette notion de répercussion sur la décision d'une conception chez les femmes est un sujet qui est actuellement débattu partout, même dans notre pays. Il faut juste savoir que la décision d'une grossesse chez une femme atteinte de sclérose en plaques justifie réellement un débat, une concertation donc intrafamiliale, mais surtout avec son médecin, parce que il y a des patientes qui ont fait des grossesses, qui ont eu des enfants, qui ont eu une vie par ça, professeur. Tout à fait normal. Et c'est ce que je veux dire, c'est que il faut enlever ce tabou que développer une sclérose en plaques veut dire interdire une grossesse. Bien au contraire. Il y a actuellement un agenda de suivi qui est lancé partout dans le monde, y compris dans les services de neurologie en Algérie, où on conseille à ces patientes de consulter le neurologue et le gynécologue et de faire un suivi. C'est-à-dire un suivi rigoureux. Rigoureux, parce qu'il y a des critères qui sont très simples à évaluer pour la décision. Mais finalité, on peut faire des enfants lorsqu'on a la sclérose en plaques. Voilà, c'était ça la réponse avec laquelle... Bien au contraire, dans un tiers des cas, la grossesse est une approche thérapeutique. Absolument, et c'est une période où beaucoup de femmes se sentent très bien. Il y a une modification immunitaire qui interagit avec l'évolution de la maladie. Oui. Alors, on a parlé un peu des facteurs de risque. Alors, pour les symptômes, j'aimerais vous poser la question justement, Dr Kenzouan. Alors, on a écouté tout à l'heure justement mademoiselle Ben Mahrez qui a parlé un peu de cet aspect cognitif. Mais pour vous, comment ça s'est passé? Alors, les symptômes que vous avez eus, comment c'est venu? Est-ce que c'est venu brusquement? Parce que ça aussi, ça peut arriver dans la sclérose en plaques. Non, mes symptômes sont venus, au début c'était brusque effectivement, oui. mais après ça s'est estampé un tout petit peu avec le traitement. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous n'arrivez plus à marcher, c'est ça? Ah oui, moi quand ça a commencé, en 24 heures je ne pouvais plus bouger, hein. J'étais au lit. Hein.
pour ça que j'étais hospitalisé. Je rappelle que vous êtes médecin, Oui, que oui. vous, à l'époque, vous travailliez au niveau du ministère, que vous étiez très actif. Oui. Oui. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Moi, au rigoute que je vous ai dit tout à l'heure, Oui. moi, je travaillais au ministère de la Santé, j'étais médecin inspecteur. Donc, et j'ai beaucoup activé dans les associations. Oui. Donc, j'activais et on faisait une journée sur le sida. C'était à Bodj el-Bahri, la protection civile. Et là, j'ai développé une forte fièvre. Le soir, quand je suis rentré, c'était une forte fièvre. Et puis, on m'a accompagné à la maison, je ne pouvais plus bouger. Le lendemain, je suis allé voir le médecin. On a pensé à tout, un Guillain barré, on a pensé pratiquement à toutes les pathologies, sauf à la sclérose en plaques. Oui. Bien sûr, j'ai traîné ça pendant pratiquement une quinzaine de jours. Hein. Comme j'étais au ministère de la Santé, donc automatiquement, on m'a envoyé en France. J'étais hospitalisé à la Petite-Salpêtrière. Oui. Et c'est là-bas, une première hospitalisation, ça n'a rien donné. Je suis sorti, après 21 jours d'hospitalisation, je suis sorti avec un Guillain, avec B7. Oui. Vous avez été diagnostiqué B7. Un Oui. B7. Ça, je suis rentré, je me portais plus ou moins bien, je faisais des poussées plus ou moins que j'arrivais à maîtriser. Vous avez mis combien de temps pour être diagnostiqué SEP? SEP, Oui. c'est pratiquement presque 10 ans. 10 ans pour être diagnostiqué. Au début de la deuxième hospitalisation, la première hospitalisation, je suis sorti avec B7. Hein. Oui. Et la deuxième hospitalisation, juste avec sclérose en plaques. Oui. Professeur Daoudi, c'est courant. Bon, là, je pense que ça remonte à peu près à une vingtaine d'années ou un peu plus, hein, docteur Kenzoua. Est-ce qu'aujourd'hui, nos malades sont encore victimes d'errance diagnostique? C'est pas victime. Alors, tout à l'heure, quand j'ai commencé à dire les 5 messages, vous avez parlé du diagnostic. J'ai cité les 4 messages. Vous avez parlé du diagnostic précoce. D'ailleurs, le dernier message, il s'appelle plaidoirie. Dans la plaidoirie, il nous incite à faire un diagnostic précoce, à traiter vite. L'errance diagnostique dans la sclérose en plaques existe dans tous les pays du monde, existe chez tous les spécialistes de la planète. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une maladie qui a des symptômes un peu atypiques, puisque vous avez des symptômes, je vais vous donner un exemple, la patiente vous dit, voilà, j'ai ma main qui est engourdie, qui me fait mal, et vous la touchez, vous testez la sensibilité, à la limite, elle peut être normale. Donc, vous avez des symptômes un peu qui ont des caractéristiques un peu paradoxales. Si vous n'êtes pas neurologue ou médecin entraîné, ce n'est pas évident. Le deuxième élément qui fait que cette errance existe, on peut avoir des modes d'entrée un peu atypiques. Pour certaines spécialités, le fait d'avoir des troubles visuels, le patient ça c'est important. Alors revenir un peu sur les symptômes, parce que vous le disiez à l'instant qu'il n'y a pas des symptômes spécifiques. Voilà. Revenir un peu sur les symptômes pour que les gens puissent reconnaître justement cette maladie. J'explique juste pourquoi il y a cette errance diagnostique et que toutes les nouvelles approches, notamment en matière de critériologie diagnostique, tendent à faciliter justement le diagnostic précoce et pour éliminer cette errance diagnostique. Donc ce que je peux vous dire, c'est que dans les plus grosses séries euro-américaines, jusqu'aux années 90, début des années 2000, on estimait jusqu'à 5 ans. Les gens maintenant sont redescendus à 2 ans. Cela ne veut pas dire qu'en Algérie, actuellement, on fait 5 ou 10 ans d'errance diagnostique. Dans les tableaux standards, je pense qu'il y a une couverture sanitaire assez suffisante en Algérie. Vous avez des neurologues au nord, au sud, à l'est et à l'ouest qui sont capables de faire le diagnostic de sclérose. Mais le gros souci, c'est quand vous avez un patient qui vient pour une fatigue inexpliquée, pour des troubles cognitifs, un patient qui vient pour des troubles sphinctériens, un patient qui vient pour des troubles visuels. Donc, le fait de consulter une autre spécialité par moment peut être une source d'errance diagnostique. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est la disponibilité d'un examen paraclinique, j'ai envie de dire à l'échelle nationale, qui nous permettent de faire le diagnostic très rapidement, c'est l'imagerie. Bien que même sur le plan de l'imagerie, il y a encore des drapeaux rouges mais depuis qu'il y a quand même l'IRM cérébrale, ça aide beaucoup à diagnostiquer les symptômes, les plus importants. Voilà, donc au fait, les symptômes de la sclérose en plaques, ils sont, j'ai envie de dire, assez caractéristiques pour un neurologue aguerri. Vous avez des symptômes sensitifs, c'est-à-dire c'est des patients qui viennent vous dire, nous avons des phénomènes sensitifs, des engourdissements qui peuvent
peuvent toucher les mi-corps, qui peuvent toucher les membres inférieurs. Vous avez cette notion de claudication médulaire, c'est-à-dire que le patient a des troubles de la marche. En fait, il a l'habitude de faire, je ne sais pas, il va vous dire, j'ai l'habitude de partir de mon boulot jusqu'à la maison sans être fatigué. Depuis quelques semaines ou quelques mois, je n'arrive plus à faire cette trotte. Il faut que je m'arrête. Et surtout, si vous rajoutez, il vous dit, voilà, j'ai une urgenturie, c'est-à-dire que même sur le plan des sphincters, j'ai des petites difficultés. Vous avez d'autres symptômes des qui représentent... c'est ça? Oui. Vous avez peut-être 25% de mode d'entrée, c'est la fameuse neuropathie optique, c'est-à-dire la baisse de l'acuité visuelle douloureuse chez une jeune femme ou chez un jeune Est-ce que les ophtalmologistes, justement, parviennent à vous envoyer des il y a eu un travail de sensibilisation, même si il y a quand même un bémol, c'est que parfois on peut avoir une imagerie normale. On peut avoir une imagerie normale et ça, par moment, ça peut rassurer l'ophtalmologiste et le malade qui récupère. En fait, c'est ça encore une des causes d'errance diagnostique. Ce n'est pas le médecin, c'est le malade lui-même. Le fait qu'il y ait une récupération parfois spontanée, une amélioration, donc il ne revient pas. Et c'est le même truc pour la dépression aussi peut être un symptôme. Je vais arriver aux troubles cognitifs parce que j'ai vu un peu que les gens insistent sur ça. Je voudrais insister sur autre chose, pas sur la dépression, mais juste vous dire, on peut avoir des troubles de l'équilibre à la marche. Donc on peut avoir un magma de signes neurologiques qui sont communs à mais on n'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes à la fois. Bien sûr. L'idéal, c'est de prendre ces patients. Donc, il y a même une classification qu'on appelle la classification de Miller sur les critères de bon pronostic. Quand on arrive à diagnostiquer une femme à l'âge de 20 ans avec un seul symptôme, avec une IRM très faiblement chargée, c'est des patients qui peuvent avoir un tempo évolutif très satisfaisant sur le plan de l'évolution. Par contre, le truc sur lequel et je suis content de la présence de notre amie, c'est qu'elle a insisté sur ces troubles cognitifs qui peuvent être des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de l'orientation visuospatiale et surtout cette notion de vitesse de traitement de l'information qui revient souvent chez les patients atteints de sclérose en plaques, c'est-à-dire habituellement vous êtes journaliste, vous êtes, on va dire, vous faites du multitâche, vous êtes en train de rédiger un truc, votre collègue il vous ramène un truc, vous le lisez, ça c'est une patiente SEP, elle va commencer à ressentir la difficulté de pouvoir faire des choses qu'elle avait l'habitude de faire. Donc on fait justement cette approche qui est très importante. Elle peut se voir dans le cadre évolutif habituellement, mais on sait que tous ces symptômes peuvent exister de façon précoce. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des certitudes qui existaient il y a un siècle qui ne le sont plus aujourd'hui, et que cette approche nous motive justement à prendre en charge le message de la WFN, handicap, pas uniquement moteur, mais cognitif. Après, sur le plan de la sémiologie neurologique, il y a une caractéristique majeure dans la sclérose en plaques, notamment dans ses formes poussée-rémission, où vous avez cette évolution qui paraît qui revient. Vous anticipez un peu, j'allais vous dire justement l'évolution, c'est quoi? Cette poussée qui dure 24 heures, dans un contexte pas d'affection associée, il ne faut pas que le malade ait une autre maladie ou une fièvre. Et vous voyez que ces patients-là qui font cette première forme, qui est pratiquement, heureusement pour nous, qui pouvons traiter ces patients-là dans 80% des formes cliniques. Donc ces patients font des tableaux cliniques qui durent quelques jours à quelques semaines. Et grâce soit à la remyélinisation physiologique, soit aux thérapeutiques qu'on utilise, il y a une amélioration. Ça peut arriver spontanément? Bien sûr, il y a des formes où il y a une amélioration spontanée, c'est-à-dire que le mécanisme immunitaire arrive à corriger. C'est la même chose, même pour cette... je veux juste rassurer, même pour les gens qui ont au début ces troubles cognitifs, notamment cette vitesse de traitement de l'information, le cerveau, il a ce qu'on appelle il y a des méthodes de remédiation cognitive. Il crée des boucles compensatoires, ou compensatrices plutôt, qui peuvent compenser ça. Après, d'autre part, vous avez cette forme poussée-rémission qui peut évoluer. Est-ce qu'on peut expliquer, justement, est-ce qu'on peut expliquer simplement aux gens qui nous regardent, c'est très intéressant ce que vous nous dites, professeur. Alors, comment évolue cette maladie? Alors, on parle de forme rémitante et ensuite, voilà, de forme progressive, c'est quoi? Alors, initialement, on s'est même dit que c'est probablement peut-être deux maladies différentes, puisque nous avons en face souvent des patients, une forme qui touche plus la femme que l'homme. Donc on s'est dit qu'il y a une composante inflammatoire beaucoup plus importante dans ces formes poussée-rémission. Mais quand vous voyez les formes progressives primaires, premier élément, ça touche des gens qui sont un peu plus âgés, donc au-delà de 40 ans.
Donc est-ce qu'il y a un vieillissement immunitaire ou est-ce qu'il y a un affaissement, j'ai envie de dire, des capacités de compensation? Et dans ces formes progressives, le sexe n'est pas une différence notable, c'est-à-dire vous avez autant de femmes que d'hommes dans ces formes progressives. Donc on s'est dit probablement est-ce que c'est deux maladies différentes ou il y a deux mécanismes sous-jacents différents? Pendant longtemps, on a travaillé dans ce sens. On s'est dit oui, dans la forme progressive, il y a probablement des mécanismes sous-jacents dégénératifs, pour reprendre votre définition, avec une implication d'un mécanisme métabolique, oxydatif, de stress, etc. Mais entre ces deux-là, donc ces formes poussées-rémission qui sont soit non traitées, soit pas suffisamment traitées, ou bien parfois qui sont des formes plus ou moins, qui ont une résistance au traitement, ils évoluent vers une forme progressive et il y a une cassure. Alors en Algérie, finalement, est-ce qu'on a observé que l'évolution de la maladie est rapide, c'est-à-dire arrivé au stade de grabbatisation, et il est rapide, il est en combien d'années? Alors, habituellement, dans la description, moi, j'ai pas envie de dire, je ne suis pas partisan du discours que ce qui se passe en Algérie est différent de ce qui se passe de l'autre côté, mais j'ai juste envie de vous dire qu'il y a eu des travaux qui ont été faits en Algérie par rapport au profil évolutif de la sclérose en plaques. Il est clair et connu, reconnu maintenant, que nous avons des formes un peu plus sévères. Mais on peut imputer également cette sévérité à d'autres paramètres, puisque je pense que mes amis patients ici vont le confirmer, nous n'avons pas tout l'arsenal thérapeutique pour cette maladie. Et que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite par une grande dame qui s'appelle professeur Leray, qui a montré que au-delà d'un degré d'handicap, c'est-à-dire au-delà de 3, l'efficacité des traitements est réduite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a impliqué, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a un mécanisme désimmunitaire dans cette pathologie. Et cette cascade immunitaire implique beaucoup d'étapes. Et les traitements qu'on a actuellement en Algérie probablement agissent à une étape. Mais les patients qu'on reçoit, on ne les reçoit pas tous à la même étape. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des mécanismes impliqués dans l'évolution de la maladie. Et malheureusement, les médicaments qu'on a agissent sur une tranche de ces patients et qu'il y a probablement une autre tranche de patients pour lesquels ces médicaments sont insuffisants. Après, le deuxième débat, c'est les formes progressives où jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous manquons réellement de thérapeutique. Ça, c'est au niveau mondial. Alors, docteur Kenzoua, justement, je voulais vous faire réagir par rapport à l'évolution déjà de la maladie. Comment la maladie a évolué chez vous? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé au fil des années et avec les traitements que vous avez eus. Est-ce que les médicaments finalement vous ont aidé? Puisque aujourd'hui, presque une trentaine d'années avec la sclérose en plaques, quand même, vous gardez une autonomie, ce qui est une bonne chose. Absolument, merci. Merci, professeur. Parce que moi, chez moi, par exemple, je faisais comment dirais-je, des formes rémittantes. Donc des poussées, rémissions, des poussées, rémissions, des poussées, rémissions. Ça a très bien marché avec les interférents. Ensuite, je suis passé actuellement à la forme progressive. Et à la forme progressive actuellement, il n'y a aucun traitement. Et là, je ne sais pas si je peux lancer un appel au ministère de la Santé pour essayer au moins de nous ramener ces molécules innovantes qui sont actuellement, qui n'existent pas en Algérie. Je ne vois pas pourquoi on ne les ramène pas. Il y a eu un consensus thérapeutique qui a été établi par nos éminents professeurs, malheureusement, qui n'a vraiment pas vu sa réalisation. Alors on se demande pourquoi. Nos pays voisins, maintenant, ils ont les médicaments pour la forme progressive qui est remboursée, carrément. C'est pas normal. Donc on fait un appel au ministère de la Santé pour nous ramener ces molécules innovantes. C'est un traitement antidouleur, c'est un traitement qui améliore un peu la qualité de vie, c'est quoi un traitement dans la période progressive? Ça ne guérit pas, ça on le sait, il n'y a aucun traitement pour la guérison, mais ça améliore la qualité de vie du malade. Par rapport à la douleur, par rapport à la fatigue, c'est ça? Ça réduit le risque de passage à la chaise roulante. Voilà, parce que malheureusement, certains, je ne dirais pas nos éminents professeurs, j'espère qu'ils ne vont pas nous laisser passer jusqu'à la chaise roulante. Je le souhaite. Votre appel est lancé. Madame Ben Mahrez, dites-nous un peu aussi pour vous comment la maladie a évolué au fil des ans. J'avais pratiquement chaque 2 ans une poussée, sans le savoir, jusqu'à l'an 2015. C'est quoi une poussée? Ça se manifeste comment? Une poussée, c'est-à-dire j'avais des douleurs et j'avais une paralysie d'un côté. D'un seul côté. D'un côté, la main et le pied. Et les troubles cognitifs toujours n'ont pas cessé.
Et en 2015, j'ai toujours soupçonné que j'avais la sclérose en plaques parce que depuis qu'on a diagnostiqué c'est-à-dire vous êtes resté quand même plusieurs années sans traitement. Sans traitement, oui. Chaque 2 ans, pratiquement chaque 2 ans, depuis 82, chaque 2 ans, j'avais une poussée. Oui. Chaque 2 ans. Même à l'université, j'avais des poussées. J'étais paralysée pendant une quinzaine de jours, 20 jours. On me donnait des fortifiants. C'est peut-être dû au stress des examens, comme ça. Bon, parce qu'il n'y avait pas avec l'IRM. Il n'y avait pas l'IRM durant ces années-là. Mais une fois arrivé à diagnostiquer, c'est moi qui a demandé à passer l'IRM. Oui. Parce que vous avez eu un traitement une fois diagnostiqué. Oui. Professeur, c'est quoi le parcours aujourd'hui de traitement? Alors, le parcours du traitement, quels sont les traitements disponibles? Il est fait d'abord d'un bon diagnostic. Donc, il faut faire un bon diagnostic. Et le diagnostic de la sclérose en plaques... L'idéal que ce soit fait précocement, mais ce n'est pas le cas de nos témoins. Non, je pense que... j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui va dire que c'est génial, mais j'ai juste envie de vous dire qu'une fois qu'on a une suspicion d'une sclérose en plaques, le patient est hospitalisé, il bénéficie d'un certain nombre de bilans, donc que ce soit sanguin, mais surtout au niveau du liquide céphalorachidien. Il bénéficie bien évidemment d'une exploration radiologique, que ce soit sur le plan du cerveau et de la moelle épinière. Et une fois que le diagnostic est fait, avec les nouveaux critères diagnostiques de 2017, nous arrivons à diagnostiquer le patient déjà lors de la première poussée, on pourra savoir si c'est une SEP ou pas. Après, chez ces patients-là, en fait, c'est là où l'intérêt de choisir le traitement. Parce que, en fait, la sclérose en plaques ne veut pas dire traitement par interférent. L'expressivité de la maladie peut justifier de passer par un traitement. Mais on a besoin d'un traitement pharmacologique. Oui, peut justifier un traitement de forte efficacité, comme on peut commencer par un traitement comme l'interférent. Donc, il y a une variété de médicaments qui agissent dans la sclérose en plaques, mais pas obligatoirement de la même manière chez tous les patients. Après, la question qui se pose, c'est la disponibilité de tous ces patients. Aujourd'hui, on propose alors l'interféron. Il y a des traitements lourds aussi qui s'apparentent un peu à une chimiothérapie que certains malades ne tolèrent pas. Bien évidemment, même les traitements qu'on appelle des traitements de première ligne, on peut avoir des malades qui les tolèrent pas, on peut avoir des complications, des effets secondaires hépatiques. Moi, je donne toujours l'exemple du paracétamol avec un mal de tête. Absolument. On peut avoir quelqu'un qui peut répondre, quelqu'un qui va faire une hépatite. Donc, au fait, moi, le message, pour rejoindre un peu les amis qui sont là, il y a différentes formes de sclérose en plaques, même au début, qui ne justifient pas le même traitement. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vient pour la première fois vous poser le diagnostic d'une sclérose en plaques, qui a beaucoup de lésions actives, qui a des lésions de la moelle épinière, vous n'allez pas l'attaquer un char avec une cuillère. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Après, une autre chose qui est capitale aujourd'hui, puisque les formes poussière-émission, nous avons quand même un petit arsenal, c'est ces formes progressives. Ces formes progressives qui, jadis, étaient considérées comme étant une hantise. On n'aimait pas les voir, on les envoyait en rééducation, on se disait, il n'y a rien à faire chez eux. On s'est rendu compte qu'il y avait une composante inflammatoire, et c'est ça qui a boosté un peu les sociétés savantes ailleurs à proposer des traitements. Et aujourd'hui, il y a des pistes de recherche. Il y a des pistes thérapeutiques. Voilà, absolument. Alors, je voulais vous poser justement une question par rapport pour revenir un peu sur cet aspect de rééducation. Alors, il faut dire aussi que c'est une maladie qui coûte cher, la SEP. C'est-à-dire, il faut de la rééducation, il faut parfois de l'orthophonie parce qu'on perd la parole. Il y a beaucoup de choses à côté et ce ne sont pas des choses qu'on trouve dans le secteur public, malheureusement. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe, docteur Kenzoua. En ce qui nous concerne, la fédération, notre objectif principal, primordial, c'est d'abord d'établir un diagnostic précoce. Oui. C'est ça le plus important. Et c'est pour cela que personnellement, je remercie le ministère de la Santé, parce qu'on a établi un programme de formation auprès des médecins généralistes. Et ça a été déjà... Oui, ça c'est déjà une bonne chose. Ça c'est déjà une bonne chose. On a déjà commencé. Une première formation a été faite à Biskra, à Batna et à Alger. Oui. Malheureusement, avec ce Covid, tout a été bloqué. Mais on aimerait qu'on poursuive cette formation des médecins généralistes, parce que pour nous, qu'est-ce que c'est? L'essentiel, c'est de faire un diagnostic précoce. C'est-à-dire que le médecin généraliste, qui sont répartis à travers tous les territoires nationaux, au moins des soupçons, il adresse le médecin au neurologue. Oui. Pour faire un diagnostic rapide. Parce que plus le diagnostic est rapide, plus le traitement est prescrit,
et on commence déjà un traitement. Absolument, la prise en charge à un stade précoce est très importante, le professeur n'arrête pas de le répéter. Je vais vous inviter à rejoindre notre chroniqueur, le docteur Abbas Mejdel. Bonsoir. Bonsoir. Et vous nous parlez dans votre rubrique ce soir du cerveau humain. Nous parlerons ce soir du cerveau humain, cet organe noble, cet organe précieux que le divin nous a privilégié de l'avoir et de nous rendre une des espèces l'espèce vivante la plus supérieure grâce à cette faculté. Le cerveau humain est tout simplement consacré à coordonner et à commander toutes les fonctions, et je dis bien toutes les fonctions de l'organisme, contenu dans une enveloppe osseuse qui est dure pour le protéger, qui est la boîte crânienne, enveloppée par 3 enveloppes d'épaisseur progressive qui sont les méninges. Il est doté par un système vasculaire et un apport vasculaire sanguin qui est riche. Si le cœur reçoit 3 artères, alors le cerveau en reçoit 4, et dont 2 artères qui sont de moyen calibre. Alors, à l'intérieur de ce cerveau, il y a même un système hydrodynamique qui est fait des ventricules, du système ventriculaire et de la circulation du liquide céphalo-rachidien, tout cela pour rendre le fonctionnement du cerveau optimal et de le protéger de toutes les agressions, qu'elles soient internes ou externes. Alors, il faut dire que notre cerveau a quand même des ennemis et des alliés. Absolument. Le cerveau, évidemment, a malheureusement beaucoup d'ennemis. Tous les ennemis du cerveau sont de l'ordre de l'environnement, mais aussi de l'ordre de nos habitudes. Premièrement, les toxiques, toutes les substances toxiques que l'être humain peut consommer. Alors, le tabac, l'alcool, l'intoxication alcoolo-tabagique associée, les psychotropes, les drogues, le cannabis, les drogues dures, tout cela sont toutes ces substances sont à l'origine d'une altération du fonctionnement cérébral et de tout le système nerveux. Évidemment, notre alimentation, qu'elle soit riche en sucre, sel ou gras, va altérer énormément le fonctionnement du cerveau. Comment? Tout simplement par des mécanismes qui vont favoriser des maladies qui vont toucher le cerveau. Le diabète et l'hypertension. L'hypertension est à l'origine d'un des problèmes majeurs que peut survenir sur un cerveau, qui est l'accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique ou hémorragique, et qui va altérer le fonctionnement de cet organe noble. En fin de ce petit récit, je citerai les facteurs extrinsèques. Le stress, qu'il soit chronique ou aigu, peut être à l'origine d'une modification du fonctionnement du cerveau. Les personnes qui sont stressées peuvent manifester non seulement des symptômes qui sont somatiques, mais aussi carrément des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration qui sont dus à cette entrave au fonctionnement cérébral et aux circuits cérébraux qui sont altérés par le stress. Oui, et pour les amis? Alors les amis, les alliés au fait du cerveau sont aussi des éléments qui vont l'aider à bien fonctionner. Une alimentation saine, mais aussi une hygiène de vie qui soit saine. L'alimentation qui soit riche en vitamines, principalement en vitamines B1 et B6. Les vitamines B1 et B6 sont retrouvées dans chez les poissons, particulièrement les poissons gras, dans les abats. Une alimentation qui soit riche en eau, qui ne soit pas riche en sel, en sucre ou en gras, pour protéger nos artères et protéger donc le cerveau. Une hygiène de vie qui est basée sur un cycle de sommeil qui soit bien respecté. Un sommeil qui est bien respecté. Les heures de sommeil, les 2 à 3 heures avant minuit, sont les heures où nous allons le plus récupérer de notre énergie, mais surtout mettre au repos le cerveau, l'aider à reconstituer les circuits qui sont perturbés pendant la journée, reclasser les idées et revenir à un fonctionnement qui soit plus optimal pendant la journée. En dernier lieu, la lutte contre toutes les maladies qui peuvent affecter le cerveau, la lutte contre l'hypertension artérielle, contre le diabète, toutes les maladies, qu'elles soient inflammatoires, neurodégénératives, en l'occurrence la sclérose en plaques, et enfin la lutte contre toutes les formes d'intoxication organique, qu'elles soient alcooliques, tabagique, la lutte contre le
la toxicomanie, qui sont évidemment la mission de toute la société et de toute la société civile. Merci beaucoup, Dr Mejdel, pour toutes ces précisions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va faire un tour de table, justement, pour arriver, pour terminer. Alors, je vais vous donner la parole à vous, Dalila. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui est le plus difficile, finalement, dans cette maladie? Est-ce que c'est le regard de la société, le fait de vivre avec une maladie incurable en se disant qu'on n'en guérira jamais, ou plutôt c'est le fait d'avoir le poids de tous ces symptômes, la douleur, la fatigue? Qu'est-ce qui est le plus difficile, finalement? Bon, cela dépend des personnes, parce que pour moi, alhamdoulilah, j'ai pu vivre avec ma maladie, j'ai pu travailler, j'ai pu... C'est un message d'espoir, en tout cas, que vous nous livrez aujourd'hui. Il faut vivre en ayant toujours l'espoir d'aller mieux. Oui. Parce que... Ça ne vous a jamais fait peur, finalement, d'avoir une maladie incurable? Oui, c'est vrai, mais quand on voit des gens déjà qui ont atteint le stade très avancé, on a ce sentiment de peur, on l'a tous, même le médecin, même notre propre médecin a toujours cette peur que son malade arrive à ce stade. Oui. Docteur Kenzoua, alors pour vous, je voulais terminer avec vous sur une question justement sur peut-être la prise en charge par la CNAS de cette maladie. Aujourd'hui, alors la plupart des patients sont pris en charge lorsqu'ils sont en plein poussée, mais lorsqu'ils sont en dehors des poussées, ils n'ont pas le droit au congé maladie. Peut-être un mot là-dessus, parce qu'il y a cette notion de fatigue qui est tout le temps là, même si on n'est pas en poussée. Absolument. Non, je pense qu'il faut revoir le problème, parce que le problème, c'est un problème de fond. Oui. Parce que le malade, il est souvent... la maladie, le malade atteint de la sclérose en plaques, il fait des poussées. Quand il fait des poussées, il est au lit. Oui. Et donc, il a besoin d'un repos. Et absolument, oui. Absolument. Il faut le prendre en charge. Oui. C'est ça le problème. Il faut régler le problème avec la CNAS. Oui. Parce que le problème de la CNAS n'est pas réglé. Et pas uniquement, même sur le plan... par exemple, l'imagerie médicale, elle est très chère. Il faut que la CNAS joue un rôle un tout petit peu pour rembourser les malades. C'est pas normal. Oui, je le disais tout à l'heure, c'est une maladie qui coûte cher aux malades. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors je lance un appel. Moi, j'ai un appel à lancer au ministère de la Santé pour la mise en place d'un registre national des maladies atteintes de sclérose en plaques. Parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre de malades qu'on a. Professeur Daoudi peut le confirmer. Deuxièmement, je continue. Oui, allez-y, si vous permettez, deuxièmement, pour les traitements des molécules innovantes, particulièrement pour la forme progressive. Troisièmement, je lance un appel. Mais j'invite tous les malades, les aidants du malade et pratiquement tous les professionnels de la santé et autres. On organise une journée d'information et de sensibilisation à Ardis, le 29 à Alger et le 30 à Oran. Donc j'invite tout le monde à y participer. Et je profite de l'occasion pour remercier Ardis pour nous avoir prêté, pour nous avoir aidés à mettre en place les aires ce sera l'occasion justement de la journée internationale de la sclérose en plaques. Docteur Daoudi, vous avez le mot de fin. Dites-nous un peu quels sont aujourd'hui, peut-être pour terminer sur un point positif et de l'espoir, aujourd'hui il y a de l'espoir dans les traitements à trouver éventuellement un traitement curable. Je voudrais justement finir par une note d'espoir pour les gens qui ont connu cette maladie il y a 30-40 ans. Donc toutes les choses qui ont été faites sur le plan des progrès, brièvement, professeur, tant sur le plan du diagnostic que du traitement, qu'il y a beaucoup d'espoir, puisque nous avons des patients maintenant avec des traitements qui vivent des rémissions. On va reprendre un terme que vous aimez beaucoup par rapport aux chimiothérapies anticancéreuses. Des rémissions, on a décrit des rémissions de 10-15 ans avec ces thérapeutiques, et que l'avenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui a été établi comme progrès dans les conditions de diagnostic et de neuroimmunologie et de neuroimagerie, il y a beaucoup d'espoir pour qu'il y ait des thérapeutiques qui réellement arrêteraient cette maladie. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir participé à ce direct. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une autre émission où on parlera des mesures justement qui vont accompagner la réouverture partielle des frontières aériennes et maritimes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.